Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler des résultats d'une étude anthropologique que j'ai réalisée donc avec en partenariat avec mes collègues de l'université de Sussex à, à Londres. L'objectif de cette étude, c'était de documenter comment les autorités régionales et la société civile de deux métropoles du G7, à savoir Marseille et Londres, avaient été en capacité de lutter contre les inégalités vaccinales liées à la Covid. Cette étude, c'est le résultat de 4 mois de recherche de terrain ethnographique intensive. À Marseille, mon travail a consisté à documenter et recueillir le point de vue des résidents des quartiers nord vis-à-vis de la vaccination, celui des professionnels de santé impliqués dans la gestion de la crise sur ce territoire et celui des autorités régionales. Alors, l'épidémie de la Covid-19 a révélé à Marseille ce qui est de notoriété publique depuis de nombreuses années en France. Notre système de santé publique redistributif ne suffit plus à endiguer les importantes inégalités de santé que le pays a accumulées au fil des années. C'est pas moi qui le dis, c'est le Lancet. À l'échelle de la ville de Marseille, ces inégalités se sont exprimées pendant la pandémie par une fracture entre le nord de la ville, qui est bien moins doté en structures de soins, en nombre de médecins généralistes et spécialistes par habitant, mais aussi en logement de qualité, de transport, de services publics, que le sud. Au cours de l'épidémie, ont donc été constatés, comme le montre très bien cette carte de la PHM de fin août 2021, que les habitants des quartiers nord, notamment du 15e et du 16e, étaient non seulement plus hospitalisés, mais également davantage accueillis en centre de réanimation. Au cours de la pandémie de la Covid, les résidents des quartiers nord ont également souffert d'une couverture vaccinale plus faible. Ici, on a en fait l'ensemble des arrondissements de Marseille représentés avec les taux de vaccination par arrondissement par la CPAM. Et là, on voit bien que les courbes les plus basses correspondent tout simplement aux arrondissements les plus pauvres de la ville. On voit néanmoins que les taux de vaccination ont remonté dans ces quartiers grâce notamment à la stratégie nationale du pass sanitaire, mais également à l'ensemble des stratégies d'aller vers et de médiation qui ont été mises en place. Avant de vous parler de ces stratégies, j'aimerais rappeler que malgré une exposition extrêmement forte à la maladie de la Covid-19 par les habitants des quartiers populaires, ce sont ces mêmes habitants des quartiers populaires qui se sont mobilisés dès le début de la pandémie, lors des premiers et deuxièmes confinements, pour faire face à ce qui a été évoqué dans la première table ronde, à savoir la faim des résidents qui ne pouvaient pas se nourrir, manque de moyens, et l'accès aux soins des habitants les plus enclavés, les plus isolés. Je vous ai mis ici une image du McDonald's du quartier Saint-Barthélemy dans le 14e, qui a été rebaptisé depuis l'après-M, et qui a été réquisitionné et transformé en plateforme de distribution alimentaire à ce moment-là, autour notamment de la figure syndicale de Kamel Guémari, mais aussi de tous les bénévoles et associations qui se sont joints à lui. Autre mouvement de solidarité, ça a été tous les professionnels de santé des quartiers nord, et le docteur Hadji en est un très bon exemple, qui se sont mobilisés alors qu'il n'y avait aucune réponse nationale à travers des activités parfois frénétiques, en tout cas des engagements, jusqu'à des engagements bénévoles pour certaines personnes, en service de soins de proximité. Donc, il y a eu tout le travail donc, de l'association 7, mais aussi celui de la maison de l'infirmière ou encore celui du château en santé. Donc, parmi les stratégies développées pour lutter contre les inégalités vaccinales à Marseille, 3 d'entre elles se sont avérées particulièrement efficaces. Il s'agit d'une part du dialogue inédit qui a eu lieu à Marseille pour un niveau aussi bien opérationnel que décisionnel. Je pense notamment aux réunions qui ont eu lieu à la mairie et qui mettaient autour d'une même table des acteurs associatifs, des professionnels de santé, l'ARS, les marins-pompiers, la préfecture, et engageant une série d'actions qui ont été efficaces parce que dans ce dialogue-là. Il y a eu aussi toutes les démarches d'aller vers
il s'agit de toutes les démarches qui ont consisté tout simplement à aller vers les résidents des quartiers défavorisés plutôt que d'attendre qu'ils se rendent dans les structures de soins, tout simplement parce qu'ils n'y allaient pas. Il s'agit d'une stratégie bien connue de la lutte contre les inégalités de santé qui a été initiée dans les années 80 dans le cadre de la lutte contre le VIH et la toxicomanie et qui a montré encore son efficacité aujourd'hui. Cette stratégie s'est aussi traduite par la création de sites de vaccination mobiles, y compris en pied d'immeuble, l'association 7 pourra en parler mieux que moi, par le biais de petites structures associatives qui ont une légitimité qui est fondamentale, mais également par le biais d'équipes mobiles qui sillonnaient donc les quartiers nord en vaccination à domicile. L'Aller vers et la médiation, c'est aussi tout le dispositif Medilac qui a été soutenu par l'ARS et à ce titre renforcé considérablement ses actions puisqu'il a salarié des professionnels qui pendant longtemps ont été bénévoles et qui leur ont permis de faire du porte-à-porte et surtout de faire des actions de sensibilisation sur le long cours. On oublie que la médiation, c'est un travail long, précis, minutieux et que ça demande beaucoup de temps. Des professionnels qui sont dotés de compétences tout à fait fondamentales, mais néanmoins souvent invisibilisées. Je pense notamment aux compétences linguistiques de nombreux médiateurs qui ont donc traduit dans plusieurs langues en fait l'ensemble des informations sur la vaccination, sur les gestes de prévention. Je pense aussi à une posture à la fois bienveillante et horizontale, non jugeante à l'égard des résidents qui se travaillent et qui est précieuse et qui n'est pas forcément mis en avant. Parmi les freins à cette inégalité vaccinale, à Londres comme à Marseille, on s'est aperçu que la mise en place de grands centres de vaccination avec prise de rendez-vous en ligne n'avait absolument pas été efficace pour vacciner les résidents des quartiers populaires. On a un cas d'école à Marseille puisqu'on a un centre de vaccination qui a été ouvert dans le 15e, 16e arrondissement, à la mairie du 15e, 16e, pardon, pour justement pallier aux inégalités. Et on s'est aperçu tout simplement que c'était surtout les habitants des quartiers sud et du centre-ville qui s'étaient rendus, tout simplement parce qu'ils étaient mieux informés. Et on n'avait pas aussi anticipé la fracture numérique. Parmi les freins, il faut aussi situer... Pardon ? Très bien. Un ensemble de rigidités administratives, c'est pas nouveau en France, mais ça a clairement ralenti toutes les actions, enfin toute une série d'actions. Je pense notamment à la vaccination des équipes mobiles qui n'ont eu aucune facilité pour accéder au lot de vaccins. Enfin, la campagne de sensibilisation à la Covid uniquement en français à Londres, dans le quartier de Ealing, c'était traduit en 10 langues différentes. En guise de conclusion, je dirais que la lutte contre l'inégalité à Marseille a été révélateur de la créativité et de la force de frappe dont étaient capables différents acteurs de la santé publique, à commencer par les habitants et les professionnels de proximité, mais aussi d'une sous-évaluation de la sévérité des inégalités de santé dans notre ville, de leur territorialisation et de leur inscription dans l'histoire de la relégation des populations migrantes. Je m'explique. Durant la pandémie, un vaste débat a eu lieu sur le rôle du cumul de discrimination dans le risque d'exposition ou de décès à la Covid. Dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux États-Unis, il a été pointé très tôt que le Covid venait toucher de manière plus sévère les minorités racisées. En France, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées et ce débat a eu lieu à travers la prise de position de certains chercheurs qui ont souhaité visibiliser ce phénomène, comme Nathalie Bajos à travers l'étude EPICOV. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent aussi questionner le rôle du racisme structurel sous-jacent à ces inégalités de santé. Entendons par racisme structurel le racisme induit au cours du temps par les institutions. Comment, en tant que chercheurs, médecins, infirmiers, médiateurs, pouvons-nous donner de la visibilité à ce phénomène dans nos activités respectives ? En sciences sociales, nous avons l'intersectionnalité qui permet, en tout cas, d'expliciter ce type de cumul de discrimination. Quid des autres disciplines ? Et comment transmettre ces problématiques auprès de nos décideurs politiques locaux pour qu'ils s'en saisissent au-delà de la crise de la Covid ? D'autre part, à l'ère de l'immédiateté, quelle mémoire les institutions publiques nationales et régionales vont-elles être en mesure de garder de cette période ?
La fin de la crise de la Covid-19 s'est terminée par le début de la guerre en Ukraine. Comment éviter de switcher d'une crise à l'autre et pérenniser l'ensemble des savoir-faire et des outils vertueux établis lors de cette crise? À Marseille, l'ARS continue de soutenir des programmes de médiation dans les quartiers nord ou dans les autres poches de pauvreté de la ville, mais pour combien de temps? Pour quel projet de justice sociale et de démocratie sanitaire à long terme? Et comment, finalement, pouvons-nous, en tant que chercheurs issus de disciplines différentes de la santé publique, mais aussi professionnels de santé et médiateurs, nous inscrire dans un tel projet de justice sociale?